Le parc national de Zion peut paraître paisible de loin, des falaises majestueuses, des canyons profonds et un ciel infini. Mais cachés dans cette beauté se trouvent des histoires que la plupart des gens n'entendent jamais. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur 5 des pires décès de l'histoire de Zion. Ce sont des cas réels, certains soudains, d'autres lents, tous horribles, et ils se sont tous terminés de la même façon. Nous étions en février 2014. Amber Mary Bellows, 28 ans, originaire de Salt Lake City, venait d'épouser son mari, Clayton Butler, 2 semaines auparavant. Le couple partageait un amour pour l'aventure, en particulier le saut en base, un sport extrême où les pratiquants sautent de points fixes comme des falaises ou des bâtiments, déployant des parachutes durant leur descente. Bien que le saut en base soit illégal à Zion, le couple s'était rendu sur place spécifiquement pour sauter du mont Kinesava, un sommet imposant connu pour sa chute abrupte et son terrain accidenté. Le mont Kinesava atteint une hauteur de 2220 mètres avec une chute de près de 600 mètres d'un côté. L'ascension était longue et difficile, surtout dans le froid de février, avec de la neige recouvrant une grande partie du sol. Malgré tout, les deux étaient déterminés à effectuer le saut. Vers 16 heures, ils avaient atteint le sommet. Amber, considérée comme qualifiée et expérimentée, se prépara à sauter la première. Clayton observait d'en haut lorsqu'elle s'élança, mais quelque chose tourna immédiatement mal. Son parachute ne s'ouvrit pas comme il aurait dû. Elle continua de chuter rapidement et, avant que Clayton ne puisse réagir, elle avait déjà disparu de sa vue. Clayton sauta après elle, espérant pouvoir aider d'une manière ou d'une autre, mais au moment où il atteignit le bas, il était trop tard. Amber avait chuté sur toute la distance et l'impact fut fatal. Sous le choc et la panique, Clayton entama la longue et difficile descente de la montagne. Il lui fallut environ 4 heures pour atteindre les autorités du parc et signaler ce qui s'était passé. En raison des conditions abruptes et dangereuses, les équipes de récupération n'ont pas pu atteindre le corps d'Amber cette nuit-là. L'obscurité et le paysage accidenté rendaient toute tentative dangereuse. Vers 10 heures le jour suivant, les gardes du parc utilisèrent un hélicoptère pour récupérer le corps d'Amber. 2 gardes aidèrent à l'élitreiller et la transportèrent jusqu'à une ambulance à proximité. La récupération fut effectuée avec soin et prudence, mais l'issue était déjà connue. Le décès d'Amber marqua la première fatalité de saut en BASE dans le parc national de Zion. Son décès affecta profondément ceux de la communauté de parachutistes et de saut en base de l'Utah. Amber était connue pour son énergie, son enthousiasme et son amour pour ce sport. Ses amis la décrivaient comme quelqu'un dont l'esprit illuminait une pièce. La cause du dysfonctionnement de son parachute ne fut pas immédiatement connue, mais le saut en base est un sport rempli de risques, quelle que soit l'expérience de la personne. Amber le comprenait, comme tous les sauteurs, et pourtant, même avec l'entraînement et l'expérience, les accidents arrivent. Et quand ils se produisent, les conséquences peuvent être graves. Malgré les dangers et les restrictions, les gens continuent de sauter dans des endroits comme Zion. Les responsables du parc furent attristés par le décès d'Amber, mais maintinrent la décision de garder le sport interdit dans le parc. Jim Milestone, le surintendant par intérim de Zion à l'époque, a déclaré que le risque est tout simplement trop élevé. La tragédie laissa Clayton faire face à la perte soudaine de sa femme quelques jours seulement après qu'ils aient commencé leur nouvelle vie ensemble. Pour leur communauté, le deuil fut généralisé. Beaucoup de ceux qui connaissaient Amber partagèrent leurs souvenirs d'elle non seulement comme une athlète talentueuse, mais comme une personne gentille et joyeuse. L'histoire d'Amber a laissé une marque durable sur ceux qui ont suivi son parcours. Sa vie et sa fin tragique servent de rappel silencieux de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer dans le monde des sports extrêmes. Dans un endroit aussi beau et impitoyable que Zion, une seule erreur ou défaillance d'équipement peut tout emporter, même pour quelqu'un d'aussi compétent qu'Amber. C'était le matin du 14 septembre 2015. 7 randonneurs expérimentés se tenaient à l'entrée de Keyhole Canyon, un slot canyon fissure, étroit et difficile, connu pour ses passages serrés, ses bassins d'eau froide et ses rappels abrupts. Vêtus de combinaisons de plongée et de casques, les membres du groupe semblaient prêts pour leur prochaine aventure. Ils avaient obtenu un permis juste avant 8 heures et avaient été avertis par un garde du parc d'une probabilité de pluie de 40% et d'éventuelles crues subites. Le garde leur avait conseillé de ne pas y aller. Malgré cela, le groupe décida de continuer et signa le permis, prenant l'entière responsabilité de leur sécurité. Vers midi, le temps changea. Le ciel s'assombrit et une forte pluie commença à tomber. Le groupe était déjà entré dans le canyon au moment où le service météorologique national a émis une alerte de crue subite à 14 heures
22. Une heure plus tard, les eaux de crue montaient rapidement. En seulement 15 minutes, le débit de la rivière Vierge à proximité est passé de 1,55 à 74,48 mètres cubes par seconde, de 55 à 2630 pieds cubes par seconde. Le canyon étroit n'offrait aucun terrain surélevé ni aucune issue de secours. Le groupe, Mark McKenzie, Linda Arthur, Steve Arthur, Gary Favela, Mooku Reynolds, Robin Broom et Don Teichner, n'a eu aucune chance. Alors que la pluie s'abattait, la crue a déchiré le canyon, emportant les randonneurs dans un violent torrent d'eau, de débris et de rochers. Même pour des canyonistes chevronnés, il n'y avait aucun moyen de lutter contre la force du courant. Un par un, ils furent emportés en aval. Vers 17h30, un autre groupe de canyonisme qui était entré plus tôt dans le canyon aperçut les 7 randonneurs, mais la crue était déjà en pleine puissance. Ce fut la dernière fois que quiconque les vit vivants. Le lendemain, le mardi 15 septembre, les équipes de secours ont commencé les recherches. Cependant, en raison des niveaux d'eau dangereux, certaines parties du canyon étaient encore inaccessibles. Plus de 60 personnes de multiples agences ont uni leurs efforts, suivant le tracé de la rivière dans l'espoir de trouver des signes des disparus. Cet après-midi-là, les premiers corps ont été retrouvés. Steve Arthur a été découvert à 13h30 dans Clear Creek. Moins d'une heure plus tard, Gary Favela a été retrouvé par un groupe de randonneurs privés. À 16h15, Mooku Reynolds a été récupéré, suivi de Don Teichner une heure plus tard dans le drainage de Pine Creek. Le mercredi 16 septembre, les recherches se sont poursuivies. La zone était toujours risquée, mais à 11h15, Robin Broom a été retrouvé. Mark McKenzie a été récupéré 35 minutes plus tard. Les recherches ont pris fin le jeudi 17 septembre. Linda Arthur, la dernière victime, a été retrouvée dans Pine Creek Canyon. Les 7 randonneurs avaient finalement été localisés 4 jours après la catastrophe. Le même jour, des crues subites ont également coûté la vie à 12 autres personnes dans la région, dont 9 enfants à Hilldale, près de la frontière entre l'Utah et l'Arizona. Mais la perte de 7 randonneurs expérimentés à Keyhole Canyon a durement frappé la communauté des sports de plein air. Cet événement a marqué l'un des incidents les plus meurtriers de l'histoire du parc national de Zion. Chacun des randonneurs avait des liens profonds avec la nature. Steve Arthur, un vétéran du Ventura County Sheriff's Department, était un père dévoué et un homme de plein air. Son épouse, Linda, partageait son amour de l'aventure. Mark McKenzie était connu pour son aide envers les autres et son attitude optimiste. Don Teichner dirigeait des excursions et avait bâti un solide groupe de randonnée locale. Gary Favela était réputé pour son esprit audacieux, tandis que Mooku Reynolds et Robin Broom étaient tous deux rappelés comme des personnes aimantes et encourageantes. Les responsables du parc national de Zion ont exprimé leurs condoléances et révisé leurs procédures de sécurité. Cependant, les règles concernant les permis et les avertissements sont gérées au niveau national. Les familles ont partagé plus tard que leurs proches étaient conscients des risques météorologiques et avaient tenté de se préparer. Mais l'intensité de la tempête avait dépassé toutes les attentes. Pour les familles et les amis des 7 randonneurs, ce n'était pas seulement un accident tragique, c'était une perte qui a laissé une douleur durable. Ils étaient expérimentés, prudents et profondément connectés aux endroits qu'ils exploraient. Et bien qu'ils aient été emportés soudainement, leur mémoire reste forte parmi ceux qui les ont connus et aimés, et dans les canyons qu'ils appelaient autrefois leur maison. C'était l'après-midi du 2 octobre 2019. Savannah McTague, 19 ans, venait de commencer sa randonnée. Originaire du Maine, elle avait récemment déménagé dans l'Utah pour travailler au Zion Lodge pour la compagnie de voyage Xanterra. Connue pour son amour du plein air, Savannah partageait souvent ses expériences de randonnée en ligne, des parties du sentier des Appalaches aux sentiers escarpés de Zion. Mais cette randonnée particulière se terminerait par une tragédie. Savannah et 2 de ses collègues du lodge décidèrent d'affronter le sentier d'Angel's Landing. C'est l'un des itinéraires les plus célèbres du parc, connu pour ses chemins escarpés et étroits et ses pentes abruptes. À son point culminant, Angel's Landing s'élève à près de 450 mètres au-dessus du sol. La partie finale de la randonnée exige de grimper sur une paroi rocheuse en ne s'accrochant qu'à une chaîne. Le chemin est extrêmement étroit et une seule erreur peut entraîner une chute mortelle. Plusieurs randonneurs y ont déjà perdu la vie par le passé. Ce jour-là, le temps avait été imprévisible. La pluie était tombée plus tôt, rendant les rochers glissants et dangereux. Malgré cela, les 3 ont continué le long du sentier, ignorant ce qui était sur le point de se produire. Vers 17h30, les amis de Savannah réalisèrent qu'elle n'était plus avec eux. Ils la cherchèrent, l'appelèrent, mais n'obtinrent aucune réponse. Ils contactèrent rapidement les gardes du parc, craignant le pire, qu'elle soit tombée. Une opération de recherche et de sauvetage fut lancée immédiatement, impliquant à la fois les gardes du parc de Zion et le bureau du shérif du comté de Washington. Alors que le jour déclinait, l'équipe continua de chercher, mais l'espoir de la retrouver cette nuit-là était mince. Le lendemain matin, les équipes de recherche ont découvert le corps de Savannah à la base d'Angel's Landing. Les blessures confirmaient qu'elle était tombée d'une grande hauteur. Bien qu'il fût clair qu'elle avait perdu pied,
On ignore toujours si c'était dû à une glissade, à un faux pas ou à autre chose. Ce qui est certain, c'est que le sentier dangereux, combiné aux conditions humides, a joué un rôle. Malheureusement, la mort de Savannah n'était pas la première sur ce sentier. En 2017, un homme de 45 ans était tombé du même endroit. En 2018, c'était une fille de 13 ans. Malgré les risques, Angel's Landing est resté ouvert, attirant des centaines de milliers de randonneurs chaque année. Rien qu'en 2019, plus de 330 000 personnes ont visité ce sentier. Après la récupération de son corps, les autorités ont poursuivi l'enquête sur la cause de la chute. Les conditions météorologiques et celles du sentier ont été examinées, mais aucune décision n'a été prise de fermer la randonnée. Le décès de Savannah a ajouté aux préoccupations croissantes concernant la sécurité réelle du sentier. Savannah avait été une étudiante remarquable. Elle avait obtenu son diplôme plus tôt que prévu au Nokomis Regional High School dans le Maine et était connue pour son amour de la nature. Elle était ravie de vivre et de travailler dans un endroit aussi magnifique. La nouvelle de son décès a été un choc. Ses frères et sœurs ont publié des messages émouvants en ligne, se souvenant d'elle comme d'une personne gentille, passionnée et aventureuse. Le personnel du parc fut également profondément affecté. Jeff Bradybo, le surintendant de Zion, a déclaré que Savannah était considérée comme faisant partie de leur communauté. Il a présenté ses condoléances à sa famille et à ses collègues, reconnaissant la douleur qu'il traversait. Malgré ce qui s'est passé, le sentier est resté ouvert. Les responsables du parc ont continué à examiner si quelque chose pouvait être fait pour réduire les dangers. Pendant ce temps, l'histoire de la chute de Savannah a rappelé à tous à quel point ce sentier pouvait être risqué, même pour ceux qui y étaient habitués. Sa famille, dévastée, a pris le temps de réfléchir à sa vie courte mais significative. Ils se sont souvenus de son amour pour la randonnée, de son énergie et de sa détermination. Et bien que rien ne puisse défaire ce qui s'était passé, ils espéraient que le partage de son histoire pourrait aider à maintenir la sécurité des autres. Le parc national de Zion, autrefois un lieu d'excitation pour Savannah, était devenu un lieu de chagrin pour ceux qui la connaissaient. Sa perte a laissé un impact profond, un impact qui persiste toujours chez ses amis, sa famille et la communauté du parc. C'était le 9 mars 2016. Le ciel était dégagé, le temps frais, idéal pour l'escalade. Eric Michael Klimt, un grimpeur, enseignant et pilote de 36 ans, originaire de Portland, en Oregon, était là pour s'attaquer au Moonlight Buttress. Cette voie de grès de 365 mètres est connue pour ses parois abruptes et ses systèmes de fissures. Eric l'avait tenté plusieurs fois depuis 2013. Ce jour-là, il faisait de l'escalade en solo, utilisant un dispositif d'assurage gris-gris, un système qui aide à gérer la corde pour les grimpeurs sans partenaire. Eric a fait une descente en rappel jusqu'au sommet de la voie pour répéter les 3 dernières longueurs, la partie la plus difficile de l'ascension. Ce n'était pas inhabituel pour lui. Il avait grimpé partout dans le pays, Yosemite, Joshua Tree, Red Rock Canyon. Il était expérimenté et bien préparé. Tout semblait se dérouler correctement. Vers 12h30, un autre groupe de grimpeurs sur la section inférieure a vu quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Eric était tombé, de près de 300 mètres. Les gardes du parc ont été contactés immédiatement. À leur arrivée, ils ont trouvé Eric à la base de la falaise. Il n'avait pas survécu. L'installation utilisée par Eric était standard pour les ascensions en solo. Son gris-gris n'était pas endommagé. Son baudrier était toujours clipsé à la corde, laquelle était ancrée avec des nœuds de cabestan et des mousquetons. Mais quelque chose manquait. Un nœud d'arrêt au bout de la corde. Cela a soulevé des questions. Il n'y avait aucun signe que la corde avait glissé à travers l'appareil et il n'y avait aucune blessure sur les mains d'Eric qui aurait pu suggérer qu'il avait essayé d'agripper la corde en pleine chute. Les enquêteurs n'ont trouvé aucun casque et ont confirmé qu'il n'utilisait pas de mini-traction, un autre dispositif que certains grimpeurs en solo utilisent pour la sécurité. À ce jour, la cause exacte de la chute est inconnue. Qu'il s'agisse d'une erreur humaine, d'une défaillance de l'équipement ou d'autre chose, personne ne peut le dire avec certitude. Mais la communauté de l'escalade a perdu quelqu'un de respecté et profondément aimé. Eric n'était pas seulement connu pour l'escalade. Il était professeur de mathématiques au lycée et se connectait avec les élèves à travers les chiffres et la nature. Sa présence calme et son approche réfléchie en faisaient un mentor à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe. Il avait également une passion pour l'aviation et l'exploration en plein air. L'un des voyages les plus mémorables d'Eric fut en Tasmanie avec son frère Carl et son ami Matt Ballard. Ils ont escaladé le Totem Pole, une aiguille rocheuse de 65 mètres s'élevant de l'océan. Contrairement à certaines des aventures plus spontanées d'Eric, cette ascension avait été planifiée avec soin et elle montrait à quel point il avait progressé en tant que grimpeur. La sœur d'Eric, Kirstine, le décrivait comme quelqu'un qui vivait un peu en dehors des sentiers battus. Il valorisait la liberté, l'expérience et la connexion. Il disait souvent « Sortez, c'est là que les bonnes choses se passent ».
Il voulait que les autres se sentent les bienvenus, que ce soit lors d'une ascension ou dans une salle de classe. Les relations d'Eric comptaient autant que ses objectifs. Il incluait les autres dans ses aventures et partageait des moments avec des amis du monde entier. Carl se souvient du voyage en Tasmanie comme plus qu'une simple escalade. C'était un temps précieux passé ensemble qui signifiait beaucoup. 2 cérémonies commémoratives ont eu lieu après le décès d'Eric, l'une dans sa ville natale de Baltimore et une autre à Terrebonne, en Oregon, où il avait récemment déménagé. Amis, famille et compagnons grimpeurs se sont réunis pour honorer sa vie et son héritage. L'histoire d'Eric n'est pas seulement celle d'une chute tragique, c'est celle de quelqu'un qui a vécu avec intention, qui a tissé des liens avec les autres et qui a partagé son amour pour l'exploration. Sa mort ne sera peut-être jamais totalement élucidée, mais sa vie a eu un impact durable. Ceux qui l'ont connu portent cela avec eux chaque fois qu'ils mettent le pied dehors et qu'ils continuent d'avancer, tout comme Eric l'a toujours fait. C'était le 5 octobre 2024. Justin Bingham, un PDG de société technologique de 40 ans, faisait du canyonisme avec 3 amis dans la zone de Hips Canyon. Il était connu pour son style de vie aventureux et était le PDG d'Opinion, une entreprise de logiciels. Il animait également une chaîne YouTube populaire appelée Life in Holland, où il partageait ses aventures en plein air et sa vie de famille avec plus de 143 000 abonnés. Justin était père de 4 enfants et témoignait souvent de son amour profond pour son épouse Lindsay et leurs enfants, Turin, Ashton, Landon et Ava. Ce jour-là, alors qu'il descendait en rappel vers la fin du canyon, Justin a glissé et a fait une chute de 45 à 60 mètres. Le terrain accidenté et escarpé de la zone a rendu les efforts de sauvetage extrêmement difficiles. Plus de 50 secouristes, dont l'équipe de recherche et de sauvetage technique du parc national de Zion et le bureau du shérif du comté de Washington, ont été mobilisés. Malgré leurs efforts, Justin a été déclaré mort avant de pouvoir être transporté par hélicoptère. Ses 3 compagnons sont restés coincés dans le canyon pendant la nuit. Les conditions rendaient impossible aux sauveteurs de les atteindre immédiatement. Le lendemain matin, 2 ont été secourus par hélicoptère et le 3e a été guidé vers le bas par une équipe de sauvetage. La mort subite de Justin a choqué sa communauté. Ses amis, collègues et fans du monde entier ont exprimé leur incrédulité. Il était plus qu'un PDG, il était un père dévoué, un ami et un mentor. Sa chaîne YouTube présentait souvent des excursions de ski, de wakeboard et de randonnée avec sa famille. Il partageait notamment des moments avec son fils Landon, atteint de paralysie cérébrale et d'un trouble de la vision. Justin n'a jamais considéré l'état de son fils comme une limitation. Il a toujours cru que Landon pouvait tout faire et il s'efforçait constamment de rendre ses expériences possibles. Le lien de Justin avec Landon était particulièrement significatif. De la randonnée au basketball, en passant par le ski ensemble, Justin s'assurait que Landon se sente capable et inclus. Leur parcours était un élément majeur de Life in Holland, un nom inspiré d'une histoire bien connue sur l'éducation d'un enfant handicapé. La chaîne offrait un regard authentique sur leur vie quotidienne, montrant leur force et leur amour à travers les moments difficiles. Sa famille a organisé un service commémoratif le 14 octobre 2024. Lindsay a parlé les larmes aux yeux, décrivant à quel point leur douleur était immense. Elle s'est souvenue à quel point Justin rendait leur vie pleine de joie et d'aventure. Leur fils aîné, Turin, a partagé des souvenirs de l'amour et du soutien constant de son père. Des amis ont décrit Justin comme quelqu'un qui faisait en sorte que les autres se sentent vus et valorisés, un homme qui illuminait n'importe quelle pièce où il entrait. Justin s'était également bâti une solide réputation dans le monde de la technologie. Opinion, l'entreprise qu'il a fondée, a publié une déclaration exprimant à quel point il comptait pour eux. Il n'était pas seulement un leader, c'était quelqu'un qui se souciait vraiment des autres. Il croyait en les gens, disant souvent aux autres que les choses finiraient toujours par s'arranger. Cette conviction est devenue une façon de vivre pour lui et son entourage. La chute a été jugée accidentelle, bien que la cause exacte ne soit pas encore totalement connue. Le groupe suivait son itinéraire prévu à travers une section très raide et difficile du canyon. Il est possible qu'un faux pas ou une perte de contrôle momentanée ait conduit à cette chute tragique. Ses amis, bien qu'indemnes physiquement, ont été profondément affectés. Après son décès, les gens ont inondé les réseaux sociaux de souvenirs et de condoléances. Un abonné a dit que cela ressemblait à un mauvais rêve, tandis que d'autres ont remercié Justin pour l'inspiration qu'il leur avait donnée. Sa capacité à se connecter avec les autres, que ce soit par le biais des affaires, de l'amitié ou de la paternité, a laissé une marque durable. En septembre, un mois seulement avant l'accident, Justin et Lindsay avaient célébré leur 19e anniversaire de mariage lors d'un voyage sur la Côte d'Azur. Lindsay a posté plus tard « La vie nous a emmenés dans un voyage sauvage et magnifique, et je ne voudrais le faire avec personne d'autre. » Justin Bingham a vécu pleinement, aimé profondément et a tout partagé avec le monde. Son histoire ne sera pas oubliée.